Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous en cette soirée du dimanche. À la une de l'actualité, les sujets d'examen au baccalauréat sont arrivés à temps dans tous les centres d'examen de l'île, a confié aujourd'hui le ministre par intérim de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'on peut espérer que les épreuves se déroulent normalement. Une stratégie a été mise en place et le ministre a lancé une ferme avertissement aux éventuels perturbateurs. Antoniana Martina. Tous les sujets d'examen pour le baccalauréat ont été remis aux 413 centres d'examen de toute l'île. Les 218 359 candidats n'ont plus à s'inquiéter, notamment en termes d'organisation, car il y a eu un changement de stratégie mis en place par le ministère de tutelle. Ainsi, le contrôle et la vigilance ont été renforcés, a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim, le docteur Avou Gadjafidinyavu. Les sujets d'examen sont tenus secrets et le ministre invite les candidats à être vigilants et ne pas se laisser avoir par les personnes qui prétendent détenir les sujets d'examen. Des sanctions sévères seront prises à l'encontre des fauteurs de troubles, a-t-il rajouté. Le ministre a également donné sa bénédiction aux candidats dans toute l'île et a confirmé que l'examen du baccalauréat 2024 se déroulera normalement. Toujours dans ce contexte, les 218 359 candidats inscrits dans toute l'île débuteront les épreuves du baccalauréat demain. Nombreux sont venus aujourd'hui voir leur salle d'examen, accompagnés de leurs parents. Nos journalistes étaient sur place. Un jour avant l'examen du baccalauréat, les candidats sont venus voir leur salle d'examen. C'est notamment le cas au centre d'examen CEG Antanmin. Il est important pour eux de reconnaître leur salle pour réduire leur stress et ne pas avoir à se précipiter demain, comme le témoignent ces deux candidats en série A2. Les parents sont venus accompagner leurs enfants. Pour eux, c'est important de les soutenir et de leur apporter du réconfort après une année de préparation. Ce centre d'examen compte 428 candidats et 18 salles. Les responsables préparent les dernières consignes de sécurité et d'organisation pour s'assurer que tout se déroule normalement. Rappelons qu'il y a 218 358 candidats inscrits au baccalauréat dans toute l'île, dont 207 097 générales, 11 041 techniques et 221 technologies. Le baccalauréat marque la fin de la scolarité et le début d'une nouvelle étape, notamment vers les études universitaires. En politique, la nomination des membres du gouvernement est confiée par la Constitution au président de la République. Nul ne peut exercer des pressions indirectes, ni même prédire la structure du futur gouvernement, a déclaré le sénateur Thiebouma Léo. Il est également légitime si le président de la République prend du temps pour sélectionner ceux qui intégreront le pouvoir exécutif, car le travail d'un ministre est délicat et nécessite de grandes compétences. Sai Sylvain, Antoniana Martina et Sech Anjanab. Être ministre était un poste d'honneur auparavant, mais maintenant, c'est un poste avec d'énormes responsabilités. L'on attend de chaque ministre des résultats, et grâce aux stratégies qui sont actuellement mises en place, chaque ministre peut être évalué. C'est donc légitime si le président de la République Ange Razouel a choisi de prendre du temps pour la mise en place du nouveau gouvernement, selon le sénateur Thiebouma Léo. Le travail d'un membre du gouvernement requiert des compétences, de l'expérience et de la conviction, a déclaré le sénateur. Il est attendu de chacun d'eux la mise en œuvre de la politique générale de l'État. Le rôle du président de la République, selon l'article 54 de la Constitution, est de nommer les membres du gouvernement. Nul ne peut faire pression indirectement à travers de nombreuses communications. Nul ne peut également prédire les noms des futurs ministres. Dans un tout autre sujet, Madagascar figure parmi les 10 pays africains les plus attractifs en matière de tourisme, selon le rapport Country Brand Ranking publié par la société espagnole Bloom Consulting. Le pays est classé numéro 10 dans ce rapport pour l'année 2024-2025. Le point avec Fandesena Mirai. Madagascar est classé 10e pays le plus attractif en matière de tourisme en Afrique.
Notre île est célèbre pour ses ressources naturelles et sa biodiversité unique. Bloom Consulting, une société espagnole, a déterminé ce score selon plusieurs critères, notamment les recherches effectuées sur le web et sur les réseaux sociaux. Il existe également une analyse des efforts déployés par chaque pays pour attirer les touristes. Et les efforts initiés par le pays sont palpables, surtout après la pandémie du Covid-19. Toujours dans ce classement, l'Égypte occupe la première place en Afrique, il a gagné 6 places dans le secteur international pour être à la 19e place. Le Maroc et l'Afrique du Sud viennent ensuite en 2e et 3e position. Et puis les travaux de mise en place de la grande usine de transformation des déchets à Anjalanch en engrais biologiques et en biométhane ont déjà commencé. Des infrastructures qui résoudront complètement le problème des déchets dans la capitale, a déclaré la SMA. Cette usine sera opérationnelle en juillet 2025 selon les informations. Indeniana Martina, Say Sylvain, Sitch Anjanab. Plus de 200 000 m3 de méthane sont produits par les déchets entassés à Anjalanch, selon l'enquête réalisée par une entreprise privée. Ce gaz était perdu, mais désormais il sera exploité. L'usine qui sera mise en place à Anjalanch produira 12 000 tonnes de biométhane et 40 000 tonnes d'engrais biologiques par an. Il faut que vous sachiez que c'est approximativement ce qui est importé à Madagascar aujourd'hui. Quand je dis que c'est un impact significatif sur le mix énergétique du pays, c'est un impact significatif. 40 000 tonnes de compost à peu près pour l'ensemble, une fois qu'on a terminé toutes les unités, c'est aussi par rapport aux engrais chimiques qui sont importés à Madagascar, c'est significatif. La construction de cette usine a déjà commencé et selon les prévisions, elle sera opérationnelle début juillet 2025. Ce projet sera étendu vers d'autres zones si l'expérience s'avère positive, selon toujours les explications. Ensuite, on attend quelques mois de retour d'expérience et on lance l'unité 2 qui, elle, permettra de transformer 200 tonnes de déchets par jour. Et puis ensuite, on va installer successivement différentes unités. Le but étant de quadriller la ville avec des unités pour faciliter aussi le travail de la SMA avec une unité. La première est à l'est, à Anjalanch. La deuxième unité sera sûrement au nord ou à l'ouest, au sud de la ville, pour séparer la ville en 4 zones, pour que les camions de la SMA n'aient plus à traverser toute la ville. En outre, la majeure partie du problème des déchets dans la capitale sera résolue. Les déchets d'Antananarivo qui atteignent actuellement 1500 tonnes par jour soutient le directeur de la SMA. Il s'agit d'un plan d'action qui s'inscrit dans le cadre du plan à long terme de l'assainissement de la ville d'Antananarivo. Côté sport, 7 athlètes malagasy participeront aux Jeux Olympiques organisés à Paris du 26 juillet au 11 août prochain. L'haltérophilie, moins de 49 ans, judo, moins de 70 kg, tennis de table, 100 mètres et 100 mètres, natation. Ce sont les disciplines au sein desquelles nous serons représentés. Pour rappel, le président Andrzej est spécialement invité à assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la scène à Paris ce 26 juillet. Les détails. Rakudwarmanana Fabio, 21 ans, pangiste, ayant remporté 8 médailles dans cette discipline depuis 2014, sera le premier malgache à prendre part aux Jeux Olympiques le 27 juillet. À 15h heure locale, il participera au tour préliminaire et à 20h au 32e finale du simple à l'Arena Paris-Sud. Cela se poursuivra le dimanche 28 juillet. Rarvel Jonathan, 22 ans, nageur, participera aux 100 mètres brasse le 27 juillet à Paris, la Défense Arena. Cela se poursuivra dimanche 28 juillet. Rosina Randafiarsan, 24 ans, connue pour l'haltérophilie des moins de 49 kg, a remporté de nombreuses médailles d'or depuis 2017. Elle débutera la compétition le dimanche 28 juillet à l'Arena Paris-Sud 6. Elle sera également le porte-drapeau des Malagasy. Laura Raswanev, 20 ans, en judo des moins de 70 kg, a déjà été championne d'Afrique junior, participera aux Jeux Olympiques 2024 à Paris le mercredi 31 juillet. Oulien Tsarabedzon, en 50 mètres nage libre, concourra à Paris la Défense Arena les samedis 3 et dimanche 4 août. Riza Vatmang Gardinier
L'athlète de 24 ans participera aux 100 mètres d'athlétisme les 3 et 4 août au Stade de France. Du 7 au 10 août, ce sera au tour de Sidonie Fiadanantsou, 25 ans. Elle participera aux 100 mètres et au Stade de France. Elle a déjà remporté la médaille d'or aux Jeux de la Francophonie 2023 et a participé au championnat du monde du 100 mètres en 2023. Le président malgache, Andrazouel, fait partie des présidents qui ont reçu une invitation spéciale pour assister à la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux Olympiques sur la scène à Paris vendredi prochain. Et puis l'armée israélienne a indiqué ce jour avoir intercepté un missile venant du Yémen et qui s'approchait d'Israël au lendemain d'un raid israélien au Yémen ayant fait 3 morts et plus de 80 blessés. Les Houthis avaient annoncé avoir pris pour cible la ville balnéaire israélienne d'Eilat. France 24. Les pompiers tentent de contenir le brasier. Quelques heures après des frappes israéliennes, le port d'Hodeïda au Yémen est toujours en feu. En représailles ce matin, les rebelles Houthis affirment avoir lancé des missiles sur l'État hébreu. Les forces armées yéménites ont mené une opération militaire spéciale visant des cibles importantes dans la région d'Eilat, dans le sud de la Palestine occupée, avec des missiles balistiques, atteignant leur objectif avec succès. Israël parle de son côté d'un seul missile intercepté. Il n'y aurait aucun dégât. Si les tensions entre les rebelles Houthis et l'État hébreu ne sont pas nouvelles, hier, c'était la première fois qu'Israël attaquait directement le territoire yéménite. Car c'est par Hodeïda, ville portuaire, que seraient acheminées les armes iraniennes qui soutiennent les Houthis. Mais c'est aussi ici que transite l'aide humanitaire du pays, où les Houthis sont en guerre contre le gouvernement. Les habitants sont à bout. On a déjà une grave crise du carburant, une grave crise de l'électricité et des conditions de vie. Nos infrastructures au Yémen sont épuisées. Côté israélien, ces frappes sont officiellement une réponse à une attaque de drone menée par les Houthis sur Tel Aviv vendredi. J'ai un message pour les ennemis d'Israël. Ne vous trompez pas. Nous nous défendrons par tous les moyens, sur tous les fronts. Quiconque nous fait du mal paierait un prix très élevé pour son agression. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les Houthis soutiennent l'organisation terroriste au même titre que le Hezbollah libanais. Ils sont aussi devenus les cibles d'Israël. Pour terminer, le dirigeant tunisien Kaïs Saïed, accusé par ses détracteurs de dérive autoritaire, s'est déclaré officiellement candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle du 6 octobre prochain. France 24. L'annonce de la candidature de Kaïs Saïed était attendue et a surpris peu de monde en Tunisie. Elle s'est déroulée dans un lieu symbolique pour le président tunisien, Borj El Khadra, à l'extrême sud du pays, pour montrer, selon ses mots, que le peuple tunisien est uni du point le plus au nord jusqu'au point le plus au sud, qui se trouve à la frontière conjointe entre la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Le président de la République, dans son discours, a également mis en garde contre la manipulation et les tentatives de désinformation lors de cette période électorale. Il a déclaré que l'ère de la personnalisation du pouvoir était révolue, selon ses mots. Alors actuellement, les potentiels candidats à la présidentielle, plus d'une soixantaine pour le moment, sont en train de récolter les 10 000 parrainages nécessaires pour chaque candidat afin de présenter leur dossier de candidature d'ici la fin du mois. C'est dans une période politique assez tendue pour la Tunisie que va se dérouler cette présidentielle. Un contexte très différent de celui d'il y a 5 ans, où Kaïs Saïed avait été élu avec plus de 70% des voix. Depuis, il y a eu un coup de force constitutionnel du chef de l'État, il y a 3 ans. Et puis ensuite, la dissolution du Parlement et le vote d'une nouvelle constitution par référendum qui consacre un régime présidentiel. Aujourd'hui, Kaïs Saïed brigue ce nouveau mandat dans un contexte aussi où une grande partie de l'opposition politique et des voix dissidentes sont réprimées. Certains opposants politiques à Kaïs Saïed ont d'ailleurs déclaré qu'ils allaient se présenter candidats également à cette présidentielle depuis leur prison. Ils ont le droit de le faire tant qu'ils n'ont pas été jugés. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film Crazy Rich Asians. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.